passerai tout de suite la parole à notre deuxième intervenant présent ici aujourd'hui, M. Hassan Raziri, qui est chercheur en intelligence artificielle, président de l'Association suisse pour le dialogue euro-arabo-musulman. Il est spécialiste des systèmes d'information et de connaissances. Il a été professeur, entre autres, à l'université américaine à Beyrouth et professeur invité à l'université de Kyoto et ainsi qu'à l'INSEAD à Fontainebleau et à l'EPFL. Il dirige actuellement le Beirut Research and Innovation Center qui est monté en partenariat avec plusieurs universités, et surtout il promeut des activités de recherche visant à une réforme de la pensée en islam. Il est auteur de nombreux articles et d'ouvrages et co-auteur de Knowledge Management paru en 2004. Il va nous parler maintenant d'éthique, pouvoir et société du savoir, les enjeux d'une interaction en devenir. Merci. Merci Madame la Présidente. À mon tour, j'aimerais remercier IHEID, professeur Boko, le GCSP, professeur Mohamed Mahmoudou. J'aimerais remercier le centre Jacques Berck. J'aimerais surtout remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque, et en particulier notre ami Reda Belkiran. J'aimerais souhaiter la bienvenue en particulier à nos invités qui vont participer à ce colloque, et leur dire un grand merci pour toute la peine qu'ils se sont donnés pour venir des Émirats, d'Égypte et d'ailleurs. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, le contexte mondial que nous vivons est préoccupant et même alarmant, pour ne pas dire navrant et révoltant. Le monde a atteint ce que nous pouvons qualifier de point de bifurcation historique. Je rejoins mon collègue Mohamedou, c'est effectivement une rupture historique à laquelle nous assistons. C'est-à-dire que la crise que nous traversons est une crise généralisée, profonde et mondialisée. Et c'est une bifurcation historique dans le sens où toutes les options sont possibles, les meilleures comme les pires. Et dans une telle situation, il serait utile que les personnes de bonne volonté se réunissent et dialoguent. Mais une condition préalable pour que ce dialogue soit fructueux et que chacun puisse se libérer de ses peurs et de ses complexes vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir opérer une autocritique sans concession vis-à-vis de ses propres dérives et de ses déviations. D'où le sens de ce colloque, ainsi que les activités d'SDM qui essayent de créer des espaces de réflexion et de dialogue sereins, ouverts et courageux. Parmi nos initiatives, il y a ce colloque, il y a aussi le site Iqbal, dont l'éditeur est M. Belkiran, et j'en profite encore une fois pour le remercier pour tous les efforts de pionnier qu'il est en train de fournir afin de faire réussir ce projet. Cette crise se manifeste plus particulièrement dans le monde arabe à travers toute une série de révoltes qui durent maintenant depuis 3 ans. Alors, on peut se poser pour la énième fois la question de Shakib Arslan: pourquoi le monde musulman a-t-il régressé et le monde occidental a-t-il progressé? Alors, une des réponses est que c'est la faute de l'Occident. La réponse la plus simple, c'est la faute des autres. Mais pour comprendre cette réponse, il ne serait pas inutile de remonter 2 siècles dans notre histoire, jusqu'à la campagne d'Égypte de Napoléon. Cette campagne est importante car elle marque le début de l'impérialisme occidental. Elle est aussi importante car elle révèle le retard qu'a accusé l'Orient vis-à-vis de l'Occident, à tout point de vue. Du point de vue de l'organisation politique, sociale, de la puissance de feu et de l'avancement scientifique et technologique. Les souverains de l'époque
comme Mohammed Ali en Égypte, en bon despote éclairé, ont essayé de répondre à ce défi en modernisant leur armée et en renforçant l'État. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué en partie à cause des conditions géopolitiques de l'époque, on pourrait dire à cause de la Grande-Bretagne et de la France, que ça n'arrangeait pas qu'il y ait une puissance régionale qui se mette en place. Mais aussi, on peut dire que parce que Mohammed Ali a échoué à construire un État au vrai sens du terme, la construction d'un tel État présupposerait qu'on ait un sens de l'institution. Or, le concept d'institution reste, même jusqu'à nos jours, dans nos pays, un concept étranger et très mal assimilé. L'exemple du Liban est assez patent. Le deuxième traumatisme que cette région a subi, c'est la chute de l'Empire ottoman. C'est en fait un vrai cataclysme, car pour la première fois depuis 14 siècles, les musulmans se retrouvent sans calife. Le troisième traumatisme, c'est la création de l'État d'Israël. Et la réponse, c'était le nationalisme arabe qui a libéré la région du colonialisme, mais qui a fini par échouer avec, entre autres, la guerre des 6 jours en 1967. Émerge ensuite l'islamisme politique radical, la République islamique d'Iran, etc. Mais à nouveau, le coup de massue revient avec l'invasion de l'Afghanistan et surtout l'invasion de l'Irak et qui aboutit plus ou moins à son démantèlement. Et ce qu'on est en train d'observer actuellement. Alors pour d'autres, on peut dire que la cause du retard du monde musulman, c'est qu'on n'est pas des bons musulmans. C'est la colère de Dieu. Mais nous ne sommes pas des bons musulmans, il suffit d'appliquer la charia. À l'islam ou al-hal, c'est une autre réponse. On peut dire, voilà, on n'a qu'à porter le voile pour les femmes, raser nos barbes, laisser pousser nos barbes et puis raser nos moustaches. Ce qui me fait penser au vers de Tanabi qui avait dit à l'époque, il y a 1000 ans, qui veut dire, est-ce que le but ultime de la religion, c'est de laisser pousser sa barbe et puis de raser ses moustaches aux nations qui est devenue, à cause de son ignorance, la risée des autres nations. On peut dire aussi que le bon côté de la chose, c'est que depuis 1000 ans, ces nations qui se moquent de nous ont eu le temps de mourir de rire. Voilà. Bon, alors, mais il y a aussi ceux qui disent que le problème, en fait, c'est justement cette religion. Débarrassons-nous de cette religion et tout est réglé. Appliquons les méthodes des autres nations qui ont réussi à s'en sortir et arrêtons de nous casser la tête. Faisons en fait les singes et les perroquets et puis nous sommes sauvés. Les Japonais, Chinois et autres pays émergents ne sont pas mieux que nous. Alors, on a qu'à construire des malls à l'américaine avec des pistes de ski magnifiques en plein désert et puis le climat va changer. Voilà, c'est ça la logique. Mais voilà, on est dans une situation en fait où la rue arabe réclame autre chose. D'ailleurs, il serait sage de l'écouter, car parfois le bon sens sort justement des personnes qui sont justement les plus concernées. Alors, et cette rue n'est pas une rue, c'est pas la foule, enfin c'est la rue arabe, c'est pas la foule homogène, c'est un ensemble d'individus singuliers qui manifestent et qui expriment leur colère en criant liberté, dignité. C'est en fait une révolution de nature existentielle qui touche au fondement de l'être humain, de son éthique individuelle. Et ce qui fait sa distinction, à savoir sa dignité. Ce qui exige de notre part, évidemment, un examen profond de cette société et de ses projets. On est en fait en plein désarroi. Personne n'a prévu ce qui se passe et personne n'est en mesure de prévoir ce qui pourrait se passer.
Alors, si Madame la Présidente me le permet, je vais raconter une petite histoire de Jeha. Alors, pour détendre un peu la situation, et puis, même si c'est un colloque très, très sérieux, mais donc, une fois Jeha part en voyage depuis de Damas jusqu'en Europe centrale. Et puis il arrive dans une ville, Merv, ou enfin, je ne sais plus exactement la ville. Et puis comme c'est quelqu'un qui vient du Proche-Orient, alors on le tient en grande estime, on le considère comme étant un grand savant. Et dont ils aimeraient en profiter. Alors quand le vendredi arrive, il demande à Jeha de monter sur le mimbar et puis de faire le prêche du vendredi. Alors Jeha, qui n'était pas vraiment préparé à cette histoire, alors il demande à l'assemblée, est-ce que vous savez de quoi je vais parler? Alors les gens ils disent, non, on ne sait pas de quoi vous allez parler. Alors, ils disent, puisque vous ne savez pas de quoi je vais parler, ça ne sert à rien que je parle. Et puis il descend de son mimbar. Alors les gens étaient vraiment très mal à l'aise. Ils ont passé toute une semaine à réfléchir à ce qu'ils allaient faire. La semaine d'après, à nouveau, il monte sur le mimbar. On lui demande, alors il demande à l'assemblée, est-ce que vous savez de quoi je vais parler? Alors tout le monde dit, oui, je sais, nous savons de quoi vous allez parler. Alors, puisque vous savez, c'est pas la peine que je parle. Puis il redescend. Le troisième dimanche, pardon, pour le lapsus, le troisième vendredi, il remonte sur le mimbar, et puis, alors il leur demande, est-ce que vous savez de quoi je vais parler? Alors, c'est le chaos total dans la salle. Les uns disent on sait, les autres disent on ne sait pas. Alors il dit bon, ben, ne vous disputez pas, que ceux qui savent apprennent à ceux qui savent. Bon, alors on est un petit peu, enfin de façon dérisoire, un peu dans une situation de désarroi. On pourrait se demander pourquoi ce salafiste ou khoméniste résiste en fait au modernisme. Pourquoi il s'oppose à l'Occident. En fait, il ne va pas renoncer à l'islam au nom d'une hypothétique émancipation, alors qu'il vit sous la botte des troupes américaines dans certaines régions ou sous le joug de puissances occidentales, russes y compris dans d'autres régions. Alors que l'islam lui donne non seulement un sens à sa vie, mais aussi la force intérieure de dire non à tout ce qui bafoue sa dignité. Il n'a pas d'ailleurs besoin de Heidegger pour comprendre que le projet de civilisation moderne s'épuise, ne délivre pas ses promesses et se laisse aller à une raison instrumentale qui développe un infini sans limite ses outils de puissance. Et cela sans donner le moins de sens à toute cette entreprise. Alors en fait, je pense que très probablement on se retrouve devant deux projets de civilisation. Un projet de civilisation dont le fondement est l'individu doué de raison est responsable devant son créateur, qui est en fait le projet de civilisation monothéiste, ou musulman au sens que le Dr Shahrour pourrait nous expliquer samedi. Et quand bien même, disons, le dernier, disons, projet de civilisation monothéiste a été véhiculé par l'islam. Donc il a d'un côté ce projet de civilisation et de l'autre côté un projet de civilisation dont le fondement est la démocratie et l'individualisme, pas l'individu, émancipé de tout principe supérieur, extérieur ou extérieur à l'entendement humain. En fait, pour mieux comprendre la situation, peut-être il serait utile de comprendre le lien entre ce qu'on appelle l'éthique et le politique, entre la relation entre l'individu et le collectif, entre la partie et le tout. Et c'est ça, en fait, nos vrais problèmes auxquels on fait face. Le fondement de nos problèmes auxquels on fait face. Alors maintenant, est-ce que la science peut nous aider dans cet effort? Et je pense que la science moderne, qui a été à l'origine de tout ce projet de civilisation qui est hégémonique actuellement,
et qui est apparue avec Galilée et Newton, a subi des attaques dont elle aura beaucoup de peine à se relever, notamment avec ce qu'on appelle les théories d'incomplétude de Gödel ou les théories d'auto-organisation de Ashby, Atlan ou Varela, ou les nouvelles logiques telles que celle de Lupasco qui remettent en question la logique d'Aristote et dépassent la notion de tiers exclu. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails et expliquer tout ça, mais je pense que nous assistons en fait à l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique qui aura certainement des répercussions énormes sur notre façon de réfléchir. En attendant, on va essayer, à travers ce colloque, de dissiper quelques malentendus et quelques confusions et essayer de voir quelles seraient les potentialités que l'islam pourrait offrir. Je vous remercie.